Et dans l'actualité internationale, la ville d'Alep est sur le point d'être reprise par le régime. Alors quelles conséquences? Quelle est la situation pour les civils? Et plus largement, le déclin de l'organisation terroriste Daesh en Irak, en Syrie, en Libye signe-t-il un basculement vers une autre forme de guerre? Et qu'en est-il du poison de l'idéologie djihadiste? On va en parler avec nos invités ce soir. Nathalie Goulet, bonsoir. Bonsoir. Sénatrice UDI, vous avez co-présidé la commission d'enquête sur l'organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes. À côté de vous, Général Dominique Trinquant, bonsoir. Ancien chef de la mission militaire auprès des Nations Unies. Avec nous également ce soir, Lucas Manger, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter, vous avez couvert de nombreux conflits au Proche et au Moyen-Orient, notamment en Irak. Et vous êtes à l'origine du documentaire Bagdad, chronique d'une ville emmurée, dont on verra un extrait tout à l'heure. À vos côtés, Denis Beauchard, bonsoir. Bonsoir. Spécialiste du Moyen-Orient à l'Institut français des relations internationales. Vous avez aussi mené une longue carrière diplomatique. Alors, madame, messieurs, l'actualité brûlante ce soir, c'est la situation à Alep. La ville est sur le point, dit-on, d'être reprise par le régime avec l'appui notamment de l'aviation russe. Général Trinquant, il y aura un avant et un après prise d'Alep dans cette guerre. Cela marque une étape cruciale, déterminante ce soir. Alors c'est une étape très importante pour le gouvernement de Bachar al-Assad, bien sûr, et ses alliés russes, puisque c'est l'aboutissement de la saisie de la partie de la deuxième ville importante de Syrie. Je rappelle de la partie, puisque 2/3 a toujours été sous la coupe du gouvernement de Bachar al-Assad, mais cette partie-là était la première qui s'était rebellée au moment des mouvements, tout à fait au début. Et donc on arrive à un aboutissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une non-politique, en particulier des Occidentaux, depuis des années, qui ont fait qu'au bout d'un certain temps, les Russes sont intervenus aux côtés du gouvernement de Bachar al-Assad, et avec la manière qu'on connaît, c'est-à-dire remporter la victoire sur le terrain pour être en position de force afin de pouvoir négocier avec ce qui restera à négocier. Je rappelle que, simplement pour les auditeurs, qu'à Alep, il ne s'agit pas de Daesh, il ne s'agit pas de l'EI. Il s'agit de l'opposition qui progressivement s'est radicalisée, je parle sur le terrain. Ce qu'on appelle les rebelles. Voilà, qu'on appelle les rebelles, et qui progressivement, alors avec des mouvements divers, se sont rapprochés d'Al-Nosra en particulier, qui ne s'appelle plus Al-Nosra, qui s'appelle Al-Sham, et qui se sont rapprochés. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils avaient les moyens et ils étaient capables de mener le combat. Donc c'est l'échec d'une politique depuis des mois et des mois. Donc quand j'entends, si vous voulez, les cris d'alarme sur l'humanitaire, Alep, etc., c'est pas aujourd'hui qu'il fallait les pousser, c'était il y a des mois. Vous parlez d'un communiqué commun de la France et des États-Unis qui appelle à une trêve immédiate. Est-ce que vous partagez cette analyse, Lucas Manger? Pas totalement. D'abord, le siège n'est pas terminé. Ça, c'est les médias russes qui disent ça. La population à l'intérieur de la ville n'a pas rendu totalement son âme, parce qu'il ne s'agit pas d'armes. La plupart des rebelles, aujourd'hui, ce qu'on appelle les rebelles, ont quitté ces quartiers est d'Alep. Ils ne sont plus à l'intérieur. Ce qui reste, ce sont des civils qui, comme dans toute l'histoire militaire, dans toute l'histoire des sièges, il y a des civils qui ne veulent pas partir. Ces civils, ce sont des hommes, des femmes, des enfants. Il y a encore des médecins dans cette partie d'Alep. Ils ne partiront pas. Ils savent que la plupart d'entre eux vont mourir sous quoi? Des bombes, et encore des bombes, des barils largués par des hélicoptères, largués par la Syrie et essentiellement la Russie, plus des factions irakiennes, iraniennes qui sont là-bas et qui veulent à tout prix faire tomber la ville d'Alep. Mais d'abord, elle n'est pas tombée, et ce ne sont plus des rebelles auxquels on est en train d'assister, dont on est en train de voir le massacre. Ce sont des civils, dans le plus grand silence de la communauté internationale, particulièrement de la France, malgré 2-3 discours dont on sait qu'ils ne servent strictement à rien. La seule solution, c'était de s'opposer à ce qui est en train de se passer, qui est un massacre qui a des précédents dans l'histoire, mais un massacre total d'une population, sous le regard d'une communauté internationale qui a décidé de laisser Poutine et Bachar el-Assad faire ce qu'ils voulaient. Nathalie Goulet, c'est évidemment, ce soir, c'est le sort, et depuis quelques mois, depuis même quelques années, c'est le sort des civils qui interpellent en premier. Ceux qui n'ont pas pu fuir, ceux qui ne veulent pas fuir, ils sont pris au piège, en tenaille aujourd'hui. D'abord, je voudrais vous remercier de mettre Alep et la situation en Syrie au cœur de l'actualité ce soir sur Public Sénat, au lieu de parler des primaires, qui sont quand même une chose tout à fait secondaire par rapport à ce qui se passe ailleurs. Et ce qui se passe ailleurs aujourd'hui, c'est ce qui se passe à Alep et en Syrie, en Irak. La deuxième chose, c'est que hier, nous avons voté une résolution pour les crimes de génocide en Syrie et en Irak, qui nous donne à tous bonne conscience, qui nous permet d'avancer. Sur les chrétiens d'Orient. Sur les chrétiens d'Orient notamment, mais il n'y a pas que les chrétiens d'Orient. Je veux dire, il n'y a pas de crise victimaire, il n'y a pas de surenchère là-dedans. Je veux dire, les civils sont les civils, on les voit tous les jours. Il y a quand même
l'éloge funèbre des Nations Unies et des organisations internationales face à cette situation. Je veux dire, quelqu'un a écrit dans un journal récemment « J'ai honte ». Je crois que dans l'ensemble, on ne peut pas être très fier de ce qui s'y passe. Quant à savoir exactement, précisément ce qui s'y passe et quelles sont les responsabilités des uns et des autres, on a quand même un peu de mal à s'y retrouver entre les Russes, les Iraniens qui sont très présents, et puis personne dans la communauté internationale occidentale, en tous les cas, ne veut aller mourir au sol pour Alep. Donc c'est la situation telle qu'elle est aujourd'hui, qui est quand même pas très glorieuse. C'est que politiquement, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous diriez que ça signe la victoire du régime de Bachar al-Assad dans ce conflit qui dure quand même depuis 2011? Oui, non, effectivement, on va vers un basculement de la situation à Alep. Je pense que c'est une question de jours. Je dirais paradoxalement, à la fois, c'est une victoire, entre guillemets, une triste victoire pour Bachar al-Assad, victoire qui n'a été obtenue que grâce à l'engagement en l'air des Russes et de façon massive, et grâce à l'engagement au sol de milices chiites encadrées, financées, formées par l'Iran, avec la présence sur place effectivement d'officiers iraniens de la brigade El-Quds. Mais dans le même temps, on peut dire que l'armée de Bachar al-Assad est exsangue. Au bout de 4 années de guerre, avec des pertes aussi militaires considérables. Et donc il y a à la fois, je dirais, une victoire mais un affaiblissement de Bachar al-Assad et peut-être une prise en main progressive de ses tuteurs que sont les Russes et les Iraniens pour définir son futur. Ah oui, est-ce que vous êtes d'accord, Lucas Manger, qu'il soit sous tutelle, sous influence, ça on l'a remarqué, mais sur le terrain, l'armée syrienne a effectivement perdu en puissance et en même temps que l'armée russe prenait le contrôle. Les bombardements aujourd'hui sont faits essentiellement par des pilotes et par des avions et des hélicoptères russes, sans lesquels effectivement l'armée syrienne serait bien incapable de reprendre Alep. C'est une armée qui a effectivement perdu elle aussi beaucoup d'hommes sur le terrain, et en ce moment, ce à quoi on assiste, il faut dire les choses très clairement, c'est au massacre d'une population civile par l'armée russe, c'est tout. Je crois que le point qui est intéressant à soulever, c'est victoire probablement pour le gouvernement de Bachar al-Assad et les Russes, mais que faire de cette victoire? Parce qu'effectivement, le problème, c'est que le croissant fertile va être quasiment entre les mains du gouvernement syrien, mais est-il capable de le diriger? Avec une armée qui est effectivement exsangue, il faut se rappeler que la base de recrutement de l'armée syrienne est assez étroite, d'où les renforcements, effectivement, à la fois des Iraniens, des Libanais chiites, et puis du Hezbollah et puis des Russes, mais au bout du compte, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont rester en occupation pendant des années. Général Trinquant, ça fait des années, des mois qu'on entend sur ce plateau des gens dire mais ça va être la fin aussi pour Bachar al-Assad. Ça n'a pas été sa fin. Il y a eu une erreur stratégique, politique, tactique majeure. Et il est encore là, peut-être avec une armée exsangue, mais il est encore là. Non, mais il est encore là, on est d'accord, mais le contrôle d'un pays et la négociation vers une paix dans le pays, ça ne se fait pas qu'avec le petit cercle réduit. Ça se fait avec les autres. Or, le problème, c'est que, sa base s'est réduite considérablement. Deuxièmement, il a radicalisé par son action brutale, il a radicalisé les islamistes opposants qui étaient en Syrie, et donc se retrouver autour d'une table de négociation avec d'un côté des gens complètement radicalisés et de l'autre côté quelqu'un qui sait qu'il ne peut parler que parce qu'il a un grand frère derrière qui le tient, ça risque d'être un peu compliqué. On peut ajouter qu'il n'est là que jusqu'au jour où les Russes et les Iraniens décideront qu'il n'est plus là. Oui, mais qui est assis aussi à la table? Pardonnez-moi, Lucas Manger, est-ce qu'il n'y a pas aussi les États-Unis de Donald Trump qui aujourd'hui préconise une alliance avec Vladimir Poutine? En France, il va y avoir une élection présidentielle. On ne va plus entendre la voix de la France là pour quelques mois. Et justement, vous parlez si je peux me permettre, vous parlez du régime de Donald Trump qui va arriver et de son administration. La présidence, déjà, pour le coup. Présidence. Oui, mais enfin, et son administration. Président élu. Non, mais un président élu, mais en même temps, l'administration change en même temps. Donc, si vous voulez, on va avoir quand même un gros changement dans l'administration américaine, c'est ce que je voulais dire. Et il est hautement probable que les Russes, sentant ce changement arriver, essayent d'accélérer le mouvement de façon à marquer leur territoire et essayer d'ici le 20 janvier à marquer
des points qui ne seront plus négociables ensuite. Je crois que c'est l'accélération du mouvement autour d'Alep correspond aussi à l'agenda politique des États-Unis d'Amérique et au changement de régime. Je crois que c'est entre le président Obama et le président élu Trump, bien sûr. Et je crois que c'est aussi quelque chose qu'il faut garder en tête. Il y a jusqu'au 20 janvier, l'administration du président Obama est toujours en place. Et je crois que les Russes ont très bien compris le jeu du calendrier. Alors, il y a l'armée syrienne, je vais vous laisser tout de suite réagir, Denis Bouchard, mais il y a quand même aussi et surtout la guerre qui est menée contre l'organisation terroriste État islamique en Syrie, en Irak, mais aussi en Libye quelque part. Il y a des revers, mais les bonnes nouvelles sont à relativiser. On fait le point sur la situation avec Samia Dechir et vous avez la parole juste après. La ville est totalement détruite. Mais après 6 mois de combat, Sirte a été reprise à l'État islamique. Une lourde perte pour les djihadistes en Libye. Ailleurs aussi, l'État islamique recule, en Irak et en Syrie. Face aux armées, aux coalitions internationales, aux milices chiites et aux forces kurdes, Daesh a été chassé d'une dizaine de villes en 2 ans. Et les djihadistes pourraient bientôt perdre la capitale de leur califat autoproclamé. 100 000 hommes sont engagés dans la bataille de Mossoul depuis le mois d'octobre. Pour Daesh, la défaite serait hautement symbolique. Mais le combat est loin d'être gagné. Avec moins de 4 000 hommes, pour le moment, Daesh résiste. Et même s'ils perdent la ville, ils contrôlent encore de larges territoires en Irak, en Syrie et en Libye. Denis Bouchard, c'est une situation contrastée, mais avec ses revers. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'organisation terroriste État islamique a perdu quand même ce qui faisait sa force et son attractivité? C'est ce califat, c'est cette cité idéale qu'ils ont vendue à leurs recrues, aux djihadistes. Oui, cet État que Abou Bakr al-Baghdadi a essayé de mettre en place, effectivement, fonctionne de plus en plus mal et manifestement l'État islamique est sur la défensive. Ceci étant, je crois qu'il faut, c'est loin d'être la fin de l'État islamique et je pense que nous aurons encore à gérer les différents. La communauté internationale aura encore beaucoup de temps à passer pour, je dirais, faire disparaître cette menace terroriste qui vient de l'État islamique. Pour 2 raisons. D'abord, que vont devenir tous ces combattants, à supposer que l'on prenne Mossoul, que l'on prenne Raqqa? Que vont devenir ces combattants? Où vont-ils aller? Vont-ils continuer à vivre clandestinement au Moyen-Orient? Vont-ils revenir dans leur pays d'origine, notamment en Europe? Et puis deuxième problème, après l'État islamique, qui va administrer Mossoul? Autour de Mossoul, il y a au moins 6 acteurs différents qui ont des objectifs totalement contradictoires, qu'il s'agisse des Peshmerga kurdes, qu'il s'agisse du PKK qui est également présent, qu'il s'agisse de l'armée régulière irakienne, qu'il s'agisse des milices chiites irakiennes qui n'ont pas les mêmes objectifs, et qu'il s'agisse également de l'armée turque qui est à proximité, qui entend bien protéger les minorités turques. En tout cas, vous dites que la fin de Daesh, c'est pas la fin du terrorisme, déjà. C'est pas la fin du terrorisme, et à mon avis, ce n'est pas encore la fin de Daesh. Oui, le premier point, c'est que sur le plan militaire, aujourd'hui, tous les regards sont braqués en Irak sur Mossoul. Je rappelle, ça fait 2 mois. Oui, mais ça fait 2 mois. En 2 mois, on n'est même pas arrivé au Tigre. On n'a fait qu'une partie de la partie est. Aujourd'hui a été repris un hôpital qui servait de PC en fait aux djihadistes, dans lequel en fait les forces irakiennes se sont fait encercler par les djihadistes. Donc on n'est pas à court de surprise. On n'est pas surpris. On savait. Non, on savait, ça sera dur. Alors pour les djihadistes qui reviennent, j'allais dire, dans un combat dur comme ça, il y a beaucoup de morts. Et dans les combats urbains, il y aura énormément, ça va durer très longtemps. Ils gagnent du temps en perdant beaucoup de combattants. Donc il y aura beaucoup de combattants qui seront tués. Donc j'allais dire, faisons la mathématique, il y en aura beaucoup moins qui reviendront. C'est assez clair. Ceci étant, Mossoul, ça fait 2 mois et je pense qu'on n'a pas apporté le plus dur. Donc ça va durer encore beaucoup. Et puis une ville dont on ne parle pas du tout aujourd'hui, c'est Raqqa. Je rappelle que Raqqa, capitale initiale, est quasiment encerclée. C'est un peu différent parce qu'elle est au nord de la coupure. Et donc, cette Raqqa, pour l'instant, il n'y a pas d'effort parce que l'effort est fait sur Mossoul. Quand Mossoul sera tombé, on passera à Raqqa. Et donc ça, c'est dans les mois à venir. On parlait de l'agenda politique. Je rappelle que les Américains voulaient absolument que la bataille de Mossoul soit faite
faite avant le départ de M. Obama. Bon, elle ne sera pas terminée, elle aura commencé. Et on voit bien que là-dedans, les agendas politiques comptent, parce que vous avez parfaitement raison, sur l'agenda des Russes en particulier, obtenir la victoire à Alep avant que M. Trump arrive. Parce que là, il sera devant le fait accompli en Syrie. Eh bien, en Irak, je pense que ça va durer encore quelques temps, parce que l'armée irakienne est ce qu'elle est. Pendant 2 ans, elle a été préparée, entraînée, mais il n'y a que quelques unités qui ont été préparées, entraînées. Et donc, je rappelle que le rapport, dans un combat urbain, le rapport entre la défensive et l'offensive, il faut à peu près 15 à 20 fois plus de soldats pour arriver à faire des brèches. Et en plus, les djihadistes ont des méthodes particulières de combat qui font qu'ils effraient considérablement les soldats en lançant des voitures piégées, en lançant des kamikazes, qui créent une brèche sur une unité. Et l'unité a un peu de mal à s'en remettre avant de réattaquer. Donc tout ceci peut durer longtemps. Il y a aussi une forme de, j'allais dire, d'autocritique, notre manière de présenter les choses. Quand on parle de la bataille de Raqqa, de la bataille de Mossoul, on a l'impression que ça va être presque éclair et que dans quelques semaines, on va pouvoir avancer. Mais tout ça... on peut faire une autocritique des journalistes, bien entendu. D'abord, et des politiques d'ailleurs aussi. Et de tout le monde, et des militaires. Effectivement, on a parlé trop vite de bataille de Mossoul. D'abord, on n'est pas encore dans une bataille de Mossoul, on est une bataille de la banlieue de Mossoul pour le moment. Personne n'est dans le centre de Mossoul, pas plus les fameuses divisions d'or irakiennes que les Peshmerga. Et les combats sont extrêmement difficiles. Il y a eu plus de 600 voitures piégées lancées par les djihadistes de l'État islamique en moins de 2 mois. 600 voitures piégées, généralement téléguidées, enfin aidées, non pas téléguidées, aidées par des drones, des voitures pilotes qui passent avant, qui repèrent où sont les soldats. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que sur le terrain, il y a en gros... Trois grandes unités irakiennes très formées à la lutte antiterroriste, très formées et équipées par les Français, les Américains, les Britanniques. Eux sont très bien formés. Ces 3 unités sont censées prendre le cœur de la ville. Elles avancent en zigzag, avec notamment à leur tête un major décrit comme très très brillant, qui s'appelle le major Salam, qui est un homme qui réfléchit énormément à ce qu'il est en train de faire et qui zigzague dans les ruelles de Mossoul. On parle de lui comme d'un vrai stratège. D'un vrai stratège. Et la plupart des journalistes qui sont avec lui, qui l'ont fréquenté ces dernières semaines, sont très impressionnés par sa manière d'avancer. Le problème, c'est que derrière, il n'y a personne. C'est qu'il entre dans des banlieues de Mossoul, il avance, mais que derrière, pour une raison pour l'instant inexpliquée, les forces irakiennes ne suivent pas, la police fédérale irakienne ne suit pas, et les milices chiites n'ont pour l'instant pas le droit de rentrer, justement pour ne pas créer de troubles supplémentaires. Donc tout ça prend énormément de temps. Les forces irakiennes antiterroristes perdent énormément de soldats sur le terrain. Ce rapport est effectivement très impressionnant. De 1 à 15 De 1 à 15, mais eux perdent beaucoup d'hommes sur le terrain. Ils sont prêts à un vrai sacrifice pour essayer de prendre le cœur de Mossoul, d'avancer vers la rivière, mais ils sont extrêmement surpris par le nombre d'engins piégés qu'il y a, parce qu'il y a les voitures piégées, mais il y a aussi énormément de bombes placées dans les maisons, et des combattants qui surgissent d'un petit peu partout, aidés par des gamins qui circulent dans la ville, qui informent d'un côté de l'autre. Tout ça est effectivement beaucoup plus compliqué que ça n'en avait l'air peut-être sur le papier. Mais puis la bataille de Mossoul, quand elle se sera terminée, on se rendra compte à quel point Mossoul a peut-être un peu... D'abord, on compare beaucoup Raqqa et Mossoul, mais Raqqa, c'est une toute petite ville. Ça n'a rien à voir. Mossoul, c'est une ville gigantesque. C'est une ville de 2,5 millions d'habitants, c'est à peu près la taille de Paris. Hein. C'est pas Raqqa, c'est un village dans lequel, mais c'est pas pour rien que Abou Bakr al-Baghdadi avait instauré son califat effectivement à Mossoul. C'est l'un des cœurs vibrants de l'Irak. Et pourtant, Nathalie Goulet, quand vous, dans l'hémicycle au Sénat ou à l'Assemblée nationale, en tous les cas au cœur du Parlement, quand vous échangez, on a souvent entendu la phrase « la fin de Daesh est proche ». On l'a entendu, cette phrase, dans la bouche de responsables politiques. Écoutez, d'abord, vous l'avez bien compris, et je pense que personne n'est dupe. Même si tout est compliqué. Non, mais on n'est pas du tout dans un conflit traditionnel. On n'est pas du tout face à une armée traditionnelle. On est face à un puzzle militaire. On est ensuite face à des comportements qui n'ont rien d'un comportement de guerre traditionnel. Donc on est quand même plus proche de ce que pourrait être une idée du Vietnam il y a quelques années, ou je sais pas, enfin quelque chose d'extrêmement complexe avec des forces multiples, avec des formations insuffisantes, avec un manque d'encadrement. Mais là où je voulais en venir tout à l'heure, c'est que d'abord, moi je ne crois pas du tout que la fin de Daesh soit proche, et si il y a une régression sur le terrain, on est loin d'avoir gagné la bataille de l'idéologie. Et ça, ce sera encore un autre souci. Donc, de toute façon, le terrain va se gagner, le combat, ça sera peut-être faute de combattants à un moment ou à un autre, si les forces arrivent à conjuguer leurs efforts. Je pense qu'il y aura sûrement des progrès qui seront faits, mais on est encore dans quelque chose de pas
du tout conventionnel face à des acteurs qui se comportent pas du tout comme on le prévoit. Donc c'est aussi ça la difficulté du sujet. Oui, Général Trinquant. Oui, simplement, je voudrais revenir 2 petites minutes sur le côté militaire de l'opération. En tout cas, ceux qui sont du métier, ne sont absolument pas surpris. C'était prévisible. Lorsque, il y a 2 mois, ça a commencé, on n'a pas dit c'est le début du commencement. Ça va durer des mois. Les combats qu'il y a eu à Fallujah et Ramadi, qui sont des petites villes à côté, tout le monde le savait. Les mines, les pièges, les tirs, etc. En plus, il y a raison de souligner la population de Mossoul. Il faut quand même rappeler que la population de Mossoul, les djihadistes sont issus de Mossoul pour les 3/4. Donc ils sont comme des poissons dans l'eau. Ils connaissent parfaitement la ville, ils ont creusé des tunnels, etc. Donc ça va durer très très longtemps. Ce que je crois, c'est que sur le terrain, au bout du compte, dans combien de temps, dans 2 mois, 2 semaines, je ne sais pas, les djihadistes seront défaits à Mossoul. Mais beaucoup disent que ces comme à djihadistes, Raqqa. en tout cas Daesh, a anticipé sa défaite et a déjà imaginé la suite de son action terroriste, évidemment. Mais bien sûr, c'est bien. Il faut refaire un peu d'histoire, parce que on parle de Daesh. Daesh n'est pas né comme ça tout d'un coup dans la tête de Abou Bakr al-Baghdadi, qui n'est probablement... dans la tête de généraux irakiens, enfin pour revenir... Oui, mais il faut revenir à ce qui s'est passé en 2003 et l'invasion américaine et la suite de l'invasion américaine. Je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais on se souvient de la figure, par exemple, d'Abou Moussab al-Zarqawi, qui a été l'un des grands leaders sunnites de la rébellion sunnite contre les Américains. À un moment donné, l'alliance entre les anciens du parti Baas, le parti de Saddam Hussein, et ces mouvances sunnites extrêmement en guerre et en rébellion contre l'occupation américaine se rencontrent sur un point qui donne la structure nécessaire à ces djihadistes pour prendre une ville, pour avoir des armes, pour contrôler de l'argent, pour mettre en place des tribunaux, pour mettre en place un État. Et ils ont mis en place cet État. Mais cet État n'était possible parce que derrière, il y avait d'anciens fonctionnaires du parti Baas extrêmement structurés, très intelligents, et qui a manipulé qui, l'histoire le dira, mais en tout cas, c'est une alliance de ce point de vue-là. Tout ça pour dire qu'on ne peut pas parler de la fin de Daesh. La fin de l'occupation par l'État islamique de Mossoul et de Raqqa est sans doute pour les mois qui viennent. Mais comment est-ce que ces groupes vont se transformer? On a dit à la mort d'Abou Moussab al-Zarqawi, enfin on a dit, les Américains ont essentiellement dit, c'en est fini d'Al-Qaïda en Irak. Oui. 2 ans plus tard, ça a réémergé sous d'autres formes. Et c'est probablement ce qui va se passer. À Bagdad, par exemple, il y a une crainte énorme que beaucoup de combattants, dans une ville gigantesque comme Bagdad, que beaucoup de combattants parviennent à passer les différents checkpoints et reviennent à l'intérieur de Bagdad pour commettre des attentats et pour continuer la guérilla telle qu'ils ne l'ont jamais cessé en fait. Justement, puisque vous parlez de Bagdad, et je vous laisse réagir juste après, on va regarder, Lucas Manger, un extrait de votre documentaire qui s'intitule Bagdad, chronique d'une ville emmurée, un documentaire remarqué qui va également être diffusé sur Public Sénat prochainement, ce sera en janvier. Regardez cet extrait. Il y a 8 ans, une nuit à Bagdad, j'écrivais ces lignes. Le gris du béton, c'est la couleur de Bagdad. La couleur des murs que l'on ne peut pas montrer, mais que l'on voit tout le temps. Il suffit de s'en approcher pour être chassé. Nous avons essayé, encore et encore. Interdit, à chaque fois. Il ne faut pas que l'on sache que Bagdad vit dans les murs. Aujourd'hui, la ville reste le seul endroit en Irak où les différentes communautés du pays essaient de coexister. Bagdad, avec ses fractures et ses peurs, incarne encore le dernier espoir de l'Irak. Voilà, pour cet extrait d'un documentaire, de votre documentaire vraiment puissant. Bagdad, ville emmurée, vous l'avez appelé. Général Trinquant, Irak, pays meurtri. Et donc l'après dont on parle, il sera essentiel pour ne pas répéter les mêmes erreurs du passé. Oui, tout à fait. Ça se joue déjà maintenant. Ben, oui, ce qui a été décrit, c'est ce qui avait fait la force de Daesh pour conquérir il y a 2 ans. Ce qu'il faut décrire, c'est la faiblesse de l'État irakien qui a permis à Daesh de progresser. C'est-à-dire qu'il y avait un État qui n'existait pas beaucoup. Et l'idéologie, parce que Madame a raison, c'est l'idéologie qu'il faut voir. C'est-à-dire qu'une fois que Raqqa, Mossoul tomberont, les villes probablement, l'idéologie restera. Alors on parle de la Libye, on parle du Sahara, on parle de lieux beaucoup plus proches que nous. L'idéologie sera toujours vivace. Et il ne faut pas se tromper. Les soldats qui combattent, les soldats de Daesh qui combattent
à Mossoul, ce sont les martyrs qui illuminent les mythes des gens qui acceptent ce mythe des salafistes. Et donc là, on a vraiment, nous on a l'impression, ok, ils vont être défaits, mais en fait c'est une victoire. Ça nourrit encore, oui. Mais si Mossoul est pris dans 6 mois, vous vous rendez compte la victoire extraordinaire pour eux? Pendant 6 mois, on a arrêté, tué un certain nombre de gens et on a réussi à arrêter la plus grande puissance du monde et donc on va recommencer ailleurs. Et par rapport à la France aussi, c'est ce qui nous concerne, Nathalie Goulet, vous avez travaillé sur les réseaux djihadistes. Est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui à faire face à ces retours d'un point de vue sécuritaire, d'un point de vue des renseignements? Même s'ils ne sont que des centaines à revenir, ce sont peut-être parmi ces centaines de personnes un pourcentage qui est quand même conséquent de bombes humaines peut-être. Oh, David Thompson vient de sortir un livre. Les revenants. Aussi brillant que le premier qui avait provoqué la commission d'enquête que j'avais demandé 6 mois avant Charlie. Donc David Thompson est au cœur de ce type d'actualité. Je crois qu'il a raison. Je ne suis pas très sûr qu'on soit prêt. Qu'on soit mobilisé, c'est une certitude. Qu'on soit prêt, je suis beaucoup moins sûr, pour une raison très simple, c'est que tout le travail de lutte contre la radicalisation est un peu une armée mexicaine et encore pas très organisée. Je fais une grande confiance à Madame Doménac, qui vient d'être en charge du comité de prévention de la délinquance et de la radicalisation, et qui est vraiment très motivée. Vous lui faites confiance, mais bon, à part le nom à rallonge de cela, ça donne quoi concrètement? Mais c'est-à-dire que maintenant, il faut, si vous voulez, on n'a pas un programme unifié. On n'a pas non plus un comité scientifique pour faire ce programme. Donc chacun fait un peu ce qu'il veut. En plus, les associations qui sont en charge de la lutte contre la radicalisation, j'aime pas du tout la déradicalisation, je préfère la reconstruction du lien citoyen. Déradicalisation, c'est pas très joli, mais la reconstitution du lien citoyen, ça vous donne l'ampleur de l'enjeu. Pardon, Nathalie, j'entends bien ce que vous dites, mais ce sont des retours, ce sont des gens qui ont combattu, bien sûr, mais qui ont des convictions djihadistes. On va leur parler de lien social. Non, mais bien, pas il y a tout de toujours suite. une seconde chance. Non, mais pas tout de suite, parce qu'il y a aussi ceux qui se radicalisent en France. Il y a quand même plus de 12 personnes signalées en voie de radicalisation à l'unité centrale de lutte antiterroriste. Il n'y a pas que ceux qui reviennent. Ceux qui reviennent passent d'abord par la case prison. Je veux dire, on a créé un délit. On a créé un délit pour ça. La lutte de l'idéologie passera après le passage par la case prison, c'est une évidence. Bon, et encore en prison, si on n'a pas mis en place des outils d'évaluation, vous ne pourrez jamais savoir si vous pouvez mettre tous ces gens ensemble, quelle est leur dangerosité, leur capacité de communiquer et en plus d'être contagieux en quelque sorte. Donc si vous voulez, il nous manque les outils intellectuels, il nous manque surtout les outils d'évaluation, c'est très important, et puis on va les mettre où en prison? On a encore quel constat? Mais c'est la réalité. Oui, mais quelle réalité? Non, mais attendez, moi je vais juste vous dire un mot. On sort d'un colloque de l'UNESCO sur la radicalisation en règle générale à Québec, qui a commencé par une chorale qui vous chante « Quand les hommes vivront d'amour ». Donc je vous dis qu'on est quand même assez loin de la réalité. Il faut le savoir, il faut le dire. Mais je crois que les citoyens, les Français le savent. Mais est-ce que les politiques le savent? Mais on le sait, mais si vous voulez, c'est tellement difficile à mettre en place. Bernard Cazeneuve a fait un travail tout à fait remarquable. Mais si vous voulez, ce sont des choses auxquelles on n'était pas préparé. On n'était pas préparé. On va faire un tour de table vraiment là-dessus, Denis Bauchard, parce que ce mot de déradicalisation, moi je ne sais pas ce que vous mettez derrière ce mot d'abord, et comment expliquer que la France, ça fait quand même des années qu'il y a cette coalition qui combat, ne s'est pas préparée à cette étape-là. Je pense qu'il y a effectivement un embarras parce qu'on ne sait pas comment appréhender le phénomène. On ne sait pas que faire pour prévenir. Et lorsque il y a des combattants djihadistes et qu'ils reviennent, comment, en dehors de la prison, comment, je dirais, les déradicaliser. Et manifestement, il n'y a pas suffisamment de gens qui sont formés à ça. Et actuellement, je crois qu'on essaie de recruter des psychologues, des chercheurs, pour essayer de définir une méthode, je dirais, d'approche de tous ces, essentiellement des jeunes. Mais on n'est manifestement pas encore au point. Et ceci est d'autant plus préoccupant, c'est que, comme le disait le procureur François Bollens en septembre dernier, le déclin de l'État islamique renforce les risques d'attentats en France. Pour les raisons évidentes. Alors, quel est votre regard, Général Trinquant et Lucas Manger? Comment est-ce qu'on peut extirper de ces gens qui reviennent, qui ne sont pas tous des repentis? Il y en a sûrement, mais ce ne sont pas tous des repentis. Comment enlever ces convictions djihadistes et ces pensées réelles?
Ça, moi, je ne suis pas spécialiste de ça, ni de psychologie, ni de radicalisation. Sur place, là-bas, est-ce que vous y croyez à ce processus psychologique? D'abord, le processus psychologique sur place, à Bagdad, par exemple, ou en Irak, l'engagement dans des combats ou dans des milices n'a rien à voir avec ce qui se passe ici. L'Irak est un pays en guerre depuis extrêmement longtemps, et il est beaucoup plus facile, entre guillemets, pour un jeune Irakien d'aller s'engager dans une milice. Et cette milice peut être un jour l'État islamique, ou pas un jour, mais quelques mois l'État islamique, avant de partir dans une autre milice. À Bagdad, simplement, il y a 19 milices qui ont pignon sur rue et le droit de circuler avec des armes dans la rue. Évidemment pas l'État islamique, mais c'est une autre culture. Les jeunes Irakiens sont nés dans un pays ultra armés, dans des combats, ont vu tous des attentats. C'est la ville au monde qui a connu le plus d'attentats dans l'histoire de l'humanité, Bagdad. Donc la violence n'en a pas le même regard. D'ailleurs, les Irakiens, quand vous leur parlez de ce qui se passe en France, ils sont très inquiets. À chaque fois, les amis irakiens que je connais disent « Oh là là, c'est compliqué chez vous, ce qui se passe. Parce que là, quand ils vont revenir, qu'est-ce que vous allez faire ?» Et ils disent tous la même chose. Enfin, restez tranquille, on va essayer d'en tuer le maximum, et puis comme ça, vous serez tranquille. Mais, sauf que ça ne se passe pas comme ça. Il y a, et David Thompson le décrit beaucoup mieux que moi, évidemment, et le connaît beaucoup mieux que moi, des processus de retour qui sont très variables. Il y a des repentis, mais il y a aussi en ce moment des familles qui reviennent, un peu effrayées par la violence des combats. Parce que dans toute cette idéologie, il y a aussi la promesse d'un avenir absolument radieux, de vivre dans des grandes villas à Raqqa et à Mossoul. Quand tout d'un coup la situation change et qu'à la place de la villa, vous avez des F-16 américains qui bombardent toute la journée, c'est plus pareil. Et donc il y a des vagues de retour et des dislocations de familles. Et donc des dislocations aussi d'un rêve un peu romantique qui a présidé au départ à des départs pour rejoindre l'État islamique. Bien sûr. Je crois qu'il y a deux, si j'ose dire là-bas, il y a deux types de djihadistes. Je reviens d'un forum à Dakar où on traitait justement des problèmes de sécurité. Et il y a une étude sociologique très intéressante qui a été faite sur le Mali où on s'apercevait que les extrémistes qui venaient du Nord, qui sont des combattants, qui eux sont complètement dans le mythe et veulent tuer et imposer leurs lois, c'est une chose. Et il y a tous les autres, en fait, qui rejoignent, pourquoi? Par souci de protection. Et c'était assez étonnant parce qu'ils disaient, ces gens qui avaient rejoint les djihadistes, quand ils ont été chassés, j'allais dire, ils ont rejoint Barkhane aussitôt. Pourquoi? Parce que Barkhane leur apportait la protection. Donc je pense qu'il y a ces deux types de djihadistes. Et lorsque les Bagdadis s'inquiètent pour nous en disant « vous inquiétez pas, on va essayer d'en tuer le maximum », quelle ironie du sort. mais la première partie, ces djihadistes radicaux, quand ils vont être en prison chez nous, ils vont se faire une gloire des combats qu'ils ont menés. Et la déradicalisation, qui est effectivement pas un très beau terme, va être extrêmement difficile. En revanche, la prévention pour tous les jeunes qui, eux, s'imaginent être dans ce mythe ou aller vers ce mythe et leur montrer la réalité des choses pour qu'ils ne rejoignent pas le mythe est important. Mais je crois que ceux qui sont allés là-bas, qui ont combattu réellement avec une volonté de combattre, c'est très triste à dire, mais j'espère simplement qu'il y en aura un maximum de tués. En tous les cas, Nathalie, c'est clair. C'est un des débats qu'on a, oui. Le défi de la reconstruction, il est majeur. Il est majeur. Le défi de l'après, de manière générale, reconstruction dans cette région que vous connaissez si bien, le Gamangais, et puis le défi de l'après, que l'on vit déjà maintenant en France, ça va être un défi majeur et qui arrive à un moment crucial aussi en France. Mais ça arrive aussi pendant une période de débat, j'allais dire de combat politique, de tous les extrêmes, et pas forcément les meilleurs, avec une stigmatisation de l'islam comme on n'en a jamais vu. Les gens de l'unité centrale de lutte antiterroriste vous diront que le débat autour du burkini de cet été a fait flamber le nombre de jeunes qui se sont radicalisés. Donc je veux dire, il faut aussi raison garder par rapport à ça, et les politiques comme les médias ou tous ces journaux qui font la première page sur les dangers de l'islam, etc., doivent aussi remettre les choses en perspective par rapport aux 5 ou 6 millions de nos concitoyens français. Mais sans rien occulter des problèmes. Non plus, mais il y a un lien. Et je veux dire, les gens ne vont pas se radicaliser au nom de Bouddha non plus. Donc si vous voulez, tout ça doit se faire dans la lucidité, dans la transparence, c'est très important, mais surtout ne pas confier ces missions d'intérêt général à des gens qui n'ont pas de compétences et qu'on n'a pas validées. Et surtout, mettre en place des évaluations, c'est vraiment fondamental aujourd'hui. Nous aurons l'occasion d'en reparler. En tout cas, merci pour